Bienvenue à toutes et à tous si vous nous rejoignez sur Médian TV Afrique et c'est toujours un plaisir de retrouver pour votre émission hebdomadaire La Semaine africaine, l'édition qui fait la rétrospective de l'essentiel de l'actualité africaine de la semaine. En Algérie, le pays a un nouveau président, son nom Abdelmajid Tebboune, un ex-fidèle du président déchu Abdelaziz Bouteflika qui a été élu dès le premier tour pour lui succéder à la tête de l'Algérie. C'est ce qu'a annoncé en tout cas ce vendredi l'autorité nationale des élections au lendemain d'un scrutin massivement boudé par la population. Tebboune, âgé de 74 ans, a recueilli 58,15% des suffrages. Le scrutin a été marqué par une abstention record et boycotté par le mouvement de contestation populaire inédit en Algérie depuis l'indépendance en 1962. Cet ancien chef de gouvernement du temps de Bouteflika a également occupé les postes de ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur des collectivités locales, ministre de la Culture et ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme. À l'issue des législatives de 2017, il a été nommé Premier ministre le 24 mai, poste qu'il quittera moins de 3 mois après, au moment de la proclamation des résultats. Des partisans de l'Irak s'apprêtaient à descendre en masse dans les rues à Alger après la prière du vendredi pour la 43e fois depuis le déclenchement de la contestation le 22 février. Toujours en Algérie, deux anciens premiers ministres sous Bouteflika sont tombés cette semaine. Il s'agit d'Ahmed Ouyaya et Abdel Malek Saleh. Ils ont été condamnés ce mardi respectivement à 15 et 12 ans de prison. C'est dans le cadre du méga procès pour corruption qui a visé plusieurs proches de l'ancien régime. Le correspondant de Médian TV à Alger, Faisal Metaoui, nous parle de ce procès historique. Écoutez. Procès historique, cela a été écrit par la presse, parce que c'est la première fois, vous l'avez dit, que de hauts responsables, Ahmed Yahya et Abdelmalek Saleh, qui ont été pendant longtemps des premiers ministres et ministres en Algérie, ont été donc condamnés à des peines lourdes. Ahmed Yahya a été destitué de ses droits civiques et politiques, et le juge a décidé à ce qu'il restitue. Le juge a décidé de saisir ses biens. Cela n'est jamais arrivé en Algérie. Abdelmalek Saleh a été aussi condamné à payer une amende de 10 000 euros. Son fils, Fares Saleh, a été condamné à 3 ans puisqu'il a profité du poste de son père pour avoir des privilèges avec un homme d'affaires. Et les hommes d'affaires, ils sont nombreux à avoir été condamnés entre 3 à 7 ans. 7 ans pour Ahmed Marzouz, qui était l'un des financiers des campagnes de Bouteflika, et Ahmed Marzouz, le juge a décidé de saisir également c'est bien. Il y a aussi d'autres peines qui ont été prononcées contre l'ex-wali de Boumardès, Nouri Azerhouni, qui était aussi proche de l'entourage du président Bouteflika, condamné à 5 ans de prison pour avoir accordé des privilèges à des hommes d'affaires. Et quand même, il y a un acquittement. C'est le seul pour un ex-ministre, c'est celui de Abdelghani Zarnen, ex-ministre des Transports, qui a été acquitté par le tribunal dans l'affaire du financement occulte de la campagne de Bouteflika, puisque Zarnen n'a pas géré pendant longtemps donc cette campagne. Il a géré pendant une semaine seulement avant la démission, avant que Bouteflika abandonne le projet de son 5e mandat. C'était en mars 2019. Faisal Metaoui, correspondant de Médian à Algérie, où nous restons d'ailleurs avant le scrutin. Les étudiants ont manifesté cette semaine pour exprimer le rejet de l'élection présidentielle. Plusieurs personnes ont été interpellées par les forces de l'ordre d'une lutte acharnée contre ce scrutin qui, malgré tout, a été organisé. Les détails dans ce récit de Myriam Khamnichi. L'ultime marche avant le vote de jeudi. Pancartes et drapeaux à la main, ils étaient des milliers d'étudiants à descendre dans les rues de la capitale. Pas de vote, un état civil et pas militaire. Bye bye Gaïd Salah, il n'y aura pas de vote. Voilà ce qu'ont scandé les manifestants. Ils rejettent massivement le scrutin du 12 décembre. On est contre ce vote, on est contre cette arnaque du vote. On est contre la continuité de ce système. Ce système, il veut exiger ce vote pour sauver sa peau. Et nous, on est contre ça, tout simplement. Ils sont en train de nous voler notre pays, notre liberté, on ne veut pas d'eux. Donc dégagez tous. À l'étranger, les bureaux de vote sont quasiment vides et ceux qui se dirigent vers les urnes s'attirent les foudres des manifestants. Les Algériens se mobilisent en France et dans les autres pays du monde. Hors de question pour eux d'accepter ces élections. Nous ne voulons pas de c'est comme ça. On ne veut pas de ces élections. On dit non et non au vote. Tous les Algériens le rejettent. Je ne suis pas le seul.
Après la démission d'Abdelaziz Bouteflika, les Algériens réclament des institutions de transition pour réformer le régime. Ils rejettent l'élection du 12 décembre qu'ils considèrent comme une mascarade électorale. Pour eux, le pouvoir en place tente de leur imposer un président de son choix. Au Maroc, le roi Mohamed VI a présidé ce mercredi au Palais Royal à Rabat en Conseil des ministres un projet de loi organique complétant la loi organique relative à la nomination aux hautes fonctions a été approuvé. Autre projet de loi approuvé, celui relatif au contrôle de l'exportation et de l'importation des biens à double usage, civils et militaires, et des services qui leur sont liés dans le cadre du respect du Maroc de ses engagements régionaux et internationaux. Le Conseil des ministres a approuvé 2 projets de convention multipartite appuyé par 2 projets de loi. Il s'agit d'une convention multipartite pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de l'assiette fiscale et le transfert des bénéfices, ainsi que d'une convention multipartite entre les autorités compétentes en matière d'échange de renseignements fiscaux concernant chaque pays. Et toujours au Maroc, cette fois-ci, nous allons parler également du roi Mohamed VI qui a inauguré ce lundi à l'arrondissement Hassan Saleh, le centre national de football de Mamora. Le souverain lui a donné son nom au complexe Mohamed VI de football. Le centre a été d'abord rénové et reconstruit avant d'être baptisé, financé à hauteur de 630 millions de dirhams. Cet espace s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme national de mise à niveau des infrastructures du football national, une véritable œuvre d'expertise et de savoir-faire. Ce complexe est destiné à accueillir les équipes nationales en stage de préparation ainsi que les équipes nationales étrangères qui désirent effectuer leur stage de concentration au Maroc. Le nouveau complexe est doté d'infrastructures et d'équipements de pointe conformes aux standards de la FIFA et abrite des résidences pour les équipes nationales et pour les gardiens de but. Il comporte également plusieurs terrains de football, une piscine olympique en plein air et d'autres espaces de sport, mais aussi de restauration et de détente. Et puis nous parlons de la formation du gouvernement. C'est bien sûr en Tunisie, le pays qui peine à former donc cette équipe gouvernementale. 4 sur les 7 principaux partis ont confirmé qu'ils ne feraient pas partie du cabinet. La tâche s'avère donc difficile pour le chef de l'exécutif, Najwa Becha. Notre correspondante à Tunisie nous a dit davantage. Officiellement, le courant démocratique a renoncé définitivement à participer à la formation du prochain gouvernement. Plus tôt dans la même journée, c'est le mouvement du peuple qui a également abandonné toute discussion. Ce double retrait complique considérablement la charge du chef du gouvernement qui n'a, selon la Constitution, que 60 jours pour former son gouvernement. À noter que le premier délai constitutionnel d'1 mois accordé à Habib El-Jamli expire ce samedi, 14 décembre 2019. Nous avons décidé de ne pas participer au futur gouvernement. On ne peut pas gouverner avec le parti Nahda. Le parti Nahda a la main mise sur les ministères de l'Intérieur et de la Justice. Les perceptions et les objectifs du mouvement Nahda sont soumis à ses propres intérêts. Ce n'est pas de cette manière que l'on forme un gouvernement. Cela manque de transparence et d'indépendance. Il faut qu'il y ait tout d'abord un programme bien déterminé qui comprenne un modèle économique et social. Selon plusieurs observateurs, le double refus pourrait conduire à une coalition gouvernementale fragile et à une crise politique. Il pourrait obliger Nahda à s'allier au parti Qalb Tounes de Nabil El-Karoui, pourtant soupçonné de corruption. Il ne faut en aucun cas se précipiter parce que nous veillons à ce que la prochaine formation gouvernementale soit compétente et capable de conduire le pays dans cette étape difficile. Nous soutenons les efforts déployés par le chef du gouvernement désigné pour former l'équipe gouvernementale. Et nous tenons une fois de plus à ce que l'équipe gouvernementale doit être neutre, non partisane et qu'elle doit être basée sur un programme clair économique et social. Depuis le début des consultations, il y a 1 mois, 4 grands partis ont annoncé leur refus d'être parmi l'équipe gouvernementale de Habib El-Jamli, ce qui contribuera certainement à un changement total de la scène politique en Tunisie, qui connaîtra pour la première fois dans l'histoire de son Parlement
une opposition plus forte que la coalition au pouvoir prévue. Au Niger, le camp d'Inates dans l'ouest du pays a été ciblé cette semaine d'une attaque, a été la cible d'une attaque cette semaine, une attaque terroriste. Dernier bilan, 71 militaires tués, 12 blessés, déportés disparus. Les combats qui ont duré 3 heures ont été d'une rare violence. Parmi les assaillants, 57 ont été abattus. Après cette attaque, le président Mahamadou Issoufou a dû écouter son séjour en Égypte pour venir présider à Niamey une réunion du Conseil national de sécurité. Autre conséquence de cette attaque, le sommet sur le G5 Sahel qui devait se tenir en France a été annulé. Écoutons à ce propos le colonel Boubacar Hassan du ministère de la Défense au Niger. Il a réagi face à cette attaque meurtrière. Écoutez. Le mardi 10 décembre 2019, le détachement du poste militaire de reconnaissance d'Inates, proche de la frontière avec le Mali, a fait l'objet d'une attaque perpétrée par des terroristes lourdement armés, estimés à plusieurs centaines. Un combat d'une rare violence, combinant des tirs d'artillerie et l'emploi des véhicules kamikazes par l'ennemi sur la position. S'en est suivi de 15h à 18h locales. Les renforts dépêchés sur la position ont permis de stabiliser la situation qui est actuellement sous contrôle. Malheureusement, l'on déplore les bilans suivants. Côté ami, 71 militaires tués. Restons toujours au Niger où les autorités ont récemment libéré 125 ex-membres du groupe terroriste de Boko Haram. Les éléments concernés avaient déposé les armes suite à l'appel lancé par le pays depuis 2016. Les détails avec notre correspondant sur place, Jean-Djibril William. Leur processus de déradicalisation terminé, ils sont aujourd'hui 125 ex-éléments de Boko Haram prêts pour une nouvelle vie en société. Des repentis qui, durant plusieurs mois, ont séjourné au centre de réinsertion créé depuis 2017 à Goudoumaria dans la région de Difa. Durant leur séjour, les repentis ont reçu une formation religieuse de 6 mois avec des prêches sur la pratique de l'islam modéré et ont également bénéficié de formations professionnelles. Une première phase marquée par la cérémonie qui s'est tenue dans la localité en présence des autorités religieuses et coutumières. Ces jeunes ont passé plusieurs mois ici au cours desquels ils ont appris beaucoup de choses. Tout d'abord, la vraie religion musulmane, différente du lavage de cerveau qu'ils ont subi avec Boko Haram. Ils ont également appris parmi 9 filières un métier qui leur permettra de réintégrer la société. C'est désormais à la population de les aider dans ce sens, en les acceptant comme des repentis qui regrettent leurs gestes passés. De 30 éléments en 2017, le centre compte aujourd'hui 257 pensionnaires repentis de Boko Haram. La cérémonie a été l'occasion pour les sortants de demander pardon avant un engagement sur le Coran de ne plus commettre d'actes terroristes. Une main tendue par les autorités, mais qui, dans la capitale Niamey, divise plus que jamais. Moi, je pense que ce sera intéressant que l'État les suive dans leur réinsertion pour inciter d'autres, bien sûr, BH à déposer les armes et revenir dans les valeurs de la République. Mais le pardon doit se faire dans les règles de l'art, c'est-à-dire qu'on doit respecter ce que la loi dit. Moi, je pense qu'au bout de 3 ans, la peine n'est pas encore purgée, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, après 3 ans, je trouve que c'est trop tôt pour les intégrer dans la société. C'est en juin 2016 que le Niger a lancé un appel à la reddition des éléments Boko Haram dans le bassin du lac Tchad. Le centre de réinsertion ouvert dans la foulée accueille aujourd'hui de plus en plus d'ex-combattants de la secte terroriste. La plupart affirment avoir commis des exactions sous la contrainte. Et puis, il n'y a pas de nous et eux. Il n'y a qu'un nous, car nous sommes tous liés par un destin commun d'amour. Ce sont là les propos rassembleurs d'Abiy Ahmed. Le Premier ministre éthiopien a reçu mardi à Oslo son prix Nobel de la paix. Abiy Ahmed a saisi l'occasion pour lancer un plaidoyer pour l'union entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Annoncé le 11 octobre dernier, le prix récompense aussi des tentatives de médiation du Premier ministre éthiopien dans une région tourmentée ainsi que ses réformes visant à démocratiser son pays. Et puis
Depuis la semaine dernière au Mali, le chef de la MINUSMA, Kidal, avait souhaité la bienvenue à Kidal aux délégations venues du pays et de l'étranger, des propos qui ont provoqué la colère de Bamako. Conséquence, Christophe Sivion est déclaré persona non grata au Mali. Pour plus de détails, nous allons écouter les propos du chef de la diplomatie malienne. Il est au micro notre correspondant sur place, Mohamed Danyoko. Pour une communication du gouvernement de la République du Mali. Vous informer que le président de la République et le gouvernement, le Premier ministre et tout le gouvernement, ont décidé de déclarer persona non grata le chef du bureau régional de la MINUSMA à Kidal pour les propos qu'il a tenus la semaine dernière. Responsable de la MINUSMA dispose de 24 heures pour quitter le territoire de la République du Mali. Cela dit, le gouvernement du Mali reste engagé avec les Nations Unies et toute la communauté internationale dans l'œuvre importante de rétablissement de l'intégrité du territoire et de l'unité nationale du Mali. L'actualité cette semaine sur le continent est également marquée par la deuxième édition du sommet annuel des Transformers qui s'est tenu à Diamniadio, plus précisément au centre international de conférence à quelques kilomètres de la capitale sénégalaise. L'objectif est la recherche de solutions novatrices pour des villes durables, sûres et résilientes à travers la science, l'innovation et la technologie. Pour cette édition 2019 de Dakar, 34 jeunes aux idées ou projets innovants venus de différents pays à travers le monde ont bénéficié du fonds Transformers doté de 500 millions de dollars, et c'est un reportage de Daouda Sow et Christian Kamouni. Ils sont autorités publiques, décideurs, partenaires techniques et financiers, entrepreneurs, tous réunis pour une cause, la promotion et le financement de l'entrepreneuriat numérique. L'initiative est de la Banque islamique de développement. Le monde entre dans sa 4e révolution industrielle. Ainsi, nos pays membres devront faire face à de nouveaux défis et nous ne pouvons pas les surmonter avec notre façon traditionnelle de penser. Nous devons penser différemment et agir différemment. Pour sa deuxième édition, le sommet des Transformers s'est tenu au Sénégal, une première après la toute première édition accueillie par le Royaume-Uni. Un choix salué par le président sénégalais qui appelle à des projets durables. Que la BID, Banque islamique, facilite l'échange d'expériences et d'initiatives sur les meilleures pratiques en matière d'innovation dans les politiques publiques urbaines. Cette exposition avec 20 pays déjà montre que vous êtes sur la voie. Christelle Cuisera, venue du Rwanda, fait partie des lauréats du Transformers Summit 2019. Son projet se veut de faciliter l'accès à l'eau potable en milieu rural. On veut prouver que cette idée qu'on a réalisée à 35 villages maintenant est réplicable partout où on peut aller avec. Alors ce qu'on va faire avec le Transform Fund, c'est mieux documenter les efforts qu'on fait avec les mini-grids et maintenant à se préparer pour une expansion derrière les bords du Rwanda dans tous les pays d'Afrique. Le sommet annuel des Transformers s'engage à aider les pays membres à atteindre les objectifs du développement durable. À cet effet, l'accent est mis sur la science, la technologie et l'innovation. Et nous arrivons à la deuxième partie de l'émission, le moment de revenir sur quelques émissions phares diffusées cette semaine sur notre antenne. Au menu de l'émission Talk Afrique, cette semaine, le Ballon d'Or France Football. Cette année, on le sait, le trophée revient encore une fois au footballeur international argentin Lionel Messi. Comment fonctionne l'attribution de ce trophée individuel le plus convoité des footballeurs professionnels? Élément de réponse avec Salif Diallo, le journaliste sportif sénégalais, qui était l'un des invités de Talk Afrique. Écoutez. Par Internet, soit tu n'es pas d'accord, parce que dans le premier critère, on te parle de performance individuelle et collective en même temps. C'est là-bas où le verre est dans le fruit. Quand tu n'as pas de personnalité, quand on dit performance individuelle par exemple, pour ceux qui ont voté pour Messi, je ne peux pas les blâmer. Parce que Messi quand même, c'est lui qui porte Barcelone, qui a porté Barcelone cette année. C'est lui qui fait tout.
C'est les coups francs, les pénaltys, les passes décisives, c'est lui. La preuve, les souliers d'or, le meilleur buteur en Ligue des Champions et les souliers d'or. Ensuite, on te dit performance collective, et individuelle et collective. Collective, Sadio, il a tout cassé cette année. Normalement, c'est lui qui gagne. Donc, il y a un deuxième critère, on te dit l'impact sur... Bon, c'est un peu... En fait, c'est la régularité, quoi. C'est l'impact sur la discipline dans le football. C'est Messi aussi. Tu vois, la troisième, c'est fair play. Là-bas, Messi doit tomber, parce qu'il a été suspendu 3 ou 4 mois, ou 5 mois même, après la Copa América. Donc, il faut vraiment, c'est ça, c'est aussi ça, un journaliste, il faut savoir avoir de la personnalité. Parce que contrairement à ceux qui ont voté contre Sadio Mané, le big boss, celui qui est le grand organisateur de cette affaire-là, vote pour Sadio Mané. Il l'a avoué, il l'a dit dans un journal sénégalais. Maintenant aussi, on peut se dire pourquoi il a voté pour Sadio Mané. Peut-être il a su que Sadio Mané ne va pas gagner. Pour faire du politiquement correct, il a dit, bon, de toute façon, on va voir, ça ne va pas impacter. C'est ça. Bon, je ne sais pas, c'est un commentaire de ma part, c'est mon avis. Donc, vous avez vu, il faudrait, bon, les critères, moi, je n'ai pas lu toute l'interview qu'il a faite avec mes amis de record, mais il a dit que les critères ne vont pas changer. Mais je pense que soit c'est le ballon d'or, point, ou bien c'est le meilleur jour de l'année. Aminata Thiam a également reçu cette semaine sur le plateau de Médian TV Afrique le secrétaire exécutif de la Ligue sénégalaise des droits humains. Et c'était pour parler du rôle de la société civile dans le respect des libertés publiques en Afrique. Il s'appelle bien sûr Alassane Seck. Regardez. Nous sommes en train de le jouer. Aujourd'hui, je suis invité à Média Afrique. J'étais dans un journal de la place pour parler de liberté publique, justement parce qu'il y avait une arrestation. Nous sommes en train de jouer un rôle de veille, d'avant-garde pour conscientiser les populations. Mais ce n'est pas le plus simple parce que les populations ont d'autres chats à fouetter, ont d'autres priorités. Tant et si bien que donc, nous faisons ce qu'on appelle un travail de Sisyphe. Chaque fois, nous remontons, nous essayons d'expliquer. Et chaque fois, parce que les populations sont extrêmement démunies. D'abord, sur le plan de la conscientisation, les populations ne sont pas forcément alphabétisées. Les 60% ne savent pas lire, sont analphabètes. Les presque 70% sont on n'a pas le niveau minimal pour vivre décemment. Et tout ça combiné fait penser que les gens ils ont d'autres, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'autres priorités que de se mettre à travers d'un gouvernement donné. Mais il est toujours bon pour un citoyen de connaître ses droits et devoirs envers son pays. Absolument, et c'est ce que nous souhaitons. Nous avons de façon régulière des séminaires d'information, des séminaires de sensibilisation, des visites dans les différents quartiers pour mobiliser les jeunes. Mais c'est un travail qui nécessite d'avoir des moyens financiers, une disponibilité de tous les jours, et ça, pour l'instant, ce n'est pas le plus simple. Et nous en arrivons à la troisième et dernière partie de cette émission avec cette touche de culture qui nous amène bien sûr au Maroc, et c'est pour Marrakech plus précisément, où Robert Federer, la légende vivante d'Hollywood, a reçu un vibrant hommage cette semaine. C'était dans le cadre de la 18e édition du Festival international du film de Marrakech. L'étoile d'or du festival a été décernée aux comédiens par l'actrice française Chiara Mastroianni et la sénatrice et réalisatrice française Rebecca Zlotowski. À cette occasion, Robert Redford a exprimé ses vifs remerciements au roi Mohamed VI et au prince Moulay Rachid pour cette belle distinction et l'accueil chaleureux qui lui a été réservé par le royaume. Des stars marquées par la carrière exceptionnelle de l'artiste n'ont pas caché leur admiration pour celui qui a été l'idole de toute une génération. Je vous propose de les écouter. Je trouve qu'il est beau sans le savoir. Il ne sait pas qu'il est à ce point-là séduisant. Et je trouve qu'il est très émouvant. Et il m'a marqué. Et il a incarné pour moi la figure masculine la plus séduisante que j'ai vue au cinéma, je crois. Alors, pour l'hommage à Robert Redford, je suis très heureux d'être là parce que c'est effectivement pour ma génération, c'est un des plus grands acteurs qui a marqué le cinéma et qui marquera le cinéma. Donc, il me paraissait tout à fait naturel d'assister à son hommage ce soir. En Espagne, la ville de Granada a consacré une exposition aux Amazaïd de l'Andalousie. Plus de 300 œuvres en provenance, entre autres, de la fondation Leila Mézian, du musée de Louvre et du musée archéologique d'Alger ont été exposés au public. Objectif, faire connaître la culture amazaïque et son influence sur la péninsule ibérique. Les détails de tout cela avec Younes Benzineb.
C'est un événement unique pour en apprendre plus sur la grande influence que les Berbères ont exercée sur la péninsule ibérique. La cité mythique de l'Alhambra au sud de l'Espagne abrite une exposition intitulée « Les Héritiers de Grenade et l'univers berbère ». L'événement a été inauguré par la reine Laetitia d'Espagne en présence du docteur Leila Mziane Benjelloun. La présidente de la fondation éponyme a mis une grande partie de sa collection privée au service de l'exposition. Au total, près de 300 œuvres sont exposées, des objets en céramique, de la poterie, des tapis, des bijoux et des armes datant de différentes époques. L'ensemble de ces œuvres reconstitue la vie des Amazirs au sein du royaume ziride en Andalousie. L'exposition est organisée par le conseil d'administration de l'Alhambra en collaboration avec la Fondation Legado Andalusie et le Conseil de l'Europe. Elle est dirigée par le professeur d'archéologie de l'Université de Grenade, Antonio Malpica. Cet événement culturel qui ouvre ses portes jusqu'au 21 avril prochain sert de prélude à l'ouverture d'un grand musée permanent des arts amazirs dans les jardins d'Alhambra. Et c'est ainsi que se termine cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, pour un nouveau numéro de la Semaine africaine. Bonne suite des programmes sur nos antennes Médion TV et Médion TV Afrique.